En découvrant l'image des territoires français de nuit, la notion d'empreinte énergétique prend tout son sens. Cette mise en lumière, qui ne révèle pourtant que la seule consommation des éclairages publics, donne un aperçu de l'importance de l'énergie dans le fonctionnement de nos sociétés et dans l'organisation des territoires. À l'heure de la transition, sur quoi peuvent-ils s'appuyer pour assurer leur résilience ? Comment l'approche par le paysage peut aider à conduire et animer des projets innovants en matière d'énergie ? La question énergétique est aujourd'hui omniprésente dans le débat public, étroitement liée à des phénomènes mondiaux, avec la perspective de l'épuisement des ressources fossiles et les risques de changements climatiques globaux aggravés par les activités humaines. En France, la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte fixe des objectifs ambitieux à un horizon relativement court. C'est d'abord un effort d'économie et de sobriété, en réduisant de moitié notre consommation énergétique finale, tout en agissant pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la réduction des énergies fossiles dans notre consommation primaire et la volonté de faire évoluer notre mix énergétique en portant la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale en 2020 et à 32% pour 2030. Enfin, objectif notable pour la France, il s'agit de porter la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% environ aujourd'hui à 50% d'ici 2025. Ces grandes orientations nationales s'accompagnent d'un processus de décentralisation des compétences en matière d'énergie. Dans ce nouveau contexte, les acteurs locaux, collectivités, particuliers et entreprises occupent un rôle de plus en plus important. On parle d'une territorialisation de la production énergétique, allant de pair avec des enjeux de sobriété ou de neutralité. Ce changement d'organisation donne aujourd'hui l'opportunité de construire et de porter des projets énergétiques adaptés à des situations particulières. Il permet d'affirmer certains choix en matière d'énergie, une certaine identité et une capacité à s'adapter aux changements à venir. Dans ce contexte, le paysage se retrouve souvent réduit à sa simple esthétique, un tableau pittoresque à préserver. Mais le paysage, ce n'est pourtant pas une image figée mais une réalité mouvante, dans sa matérialité comme dans la perception que l'on en a. C'est la traduction dynamique dans l'espace des rapports entre société et environnement, une succession d'événements, de mutations, de choix individuels et collectifs. Il apparaît alors comme une entrée pertinente pour rapprocher la question énergétique à d'autres enjeux, qu'ils soient agricoles, écologiques, socio-économiques, patrimoniaux ou touristiques. Le paysage est aussi un objet d'interprétation, témoin de l'impact des choix en matière d'énergie sur les systèmes territoriaux et l'environnement. À la croisée des disciplines et des sensibilités, il aide à la compréhension et à l'anticipation. Cette transversalité inhérente au paysage est essentielle pour imaginer les énergies de demain. En s'appuyant sur des potentialités et des initiatives locales, l'entrée par le paysage propose un autre rapport à la ressource énergétique. Le premier exercice pour comprendre un paysage, ses dynamiques et les interactions qui le constituent, c'est de le lire et d'en proposer des images compréhensibles et sensibles. Nous nous rendons ici sur un site où l'empreinte énergétique est facilement lisible dans le paysage, dans le département de la Gironde, à Ostens. Cette vue peut sembler familière dans les Landes de Gascogne, une lagune ou un étang côtier bordé de pins maritimes. Il s'agit pourtant d'un paysage jeune qui s'est constitué après 3 longues décennies d'exploitation d'un vaste gisement de lignite. La source d'énergie, on l'a puisée ici, dans cette strate sombre composée de sédiments et d'anciens débris végétaux, à quelques mètres seulement de profondeur. Ce combustible fossile est tout ce qu'il reste de l'épaisse forêt et de la végétation luxuriante qui s'épanouissait ici il y a plusieurs millions d'années. La lignite est à l'origine de ces nuances de couleurs si franches, avec un sol noir particulièrement visible en hiver.
L'eau, qui fut pompée pendant toute l'exploitation, est venue combler les anciennes fosses, générant une grande richesse de formes, rectilignes, ponctuées d'îlots, en éventail. La vue aérienne permet d'apprécier ces formes improbables, générées par les engins d'exploitation. On trouve ici des pins immergés, plantés avant que la nappe phréatique ne remonte. Ces silhouettes alignées dans l'eau témoignent d'un état où le site était encore un cratère béant. Les larges excavations ont permis le développement d'une flore caractéristique des Landes, mais aussi d'une grande diversité d'espèces rares et protégées, appréciant les situations inondées et ensoleillées. On y trouve ainsi un des plus anciens végétaux vasculaires, le Lycopodium inundatum, mais aussi des plantes carnivores, comme les Drosera, qui teintent le sol de rouge dès le printemps, ainsi que plusieurs orchidées. Le modelé du terrain est chaotique, formant parfois des fosses, des dépressions et des monticules. Ce sont les anciens remblais. Les cyclistes et trailers viennent ici en nombre profiter d'un terrain mouvementé, plutôt rare dans les plates-landes. On remarque aussi la présence de vieux pins remarquables, tordus et ventrus, préservés de la main des forestiers grâce au périmètre d'exploitation. Et c'est avec surprise que l'on découvre une plantation de séquoias, bordée de quelques cyprès chauves. Cette expérimentation des forestiers n'est pas anodine. Ces essences apprécient la proximité de l'eau, et ces arbres sont aussi les descendants des séquoias qui composaient l'ancienne forêt qui a donné le gisement de lignite. Sur les deux autres grands lacs, celui de l'Amotte et du Bourg, le sable blanc rapporté est venu recouvrir les restes de lignite, et le lac est réservé aux activités nautiques et à la baignade. Devenu domaine départemental après la fin d'exploitation par EDF, la reconversion du site date du début des années 70. Elle est loin la ville ouvrière, noircie par la poussière de lignite, où le vacarme des machines et des trains accompagnait le développement démographique et économique. On a ici un exemple de résilience locale qui se poursuit aujourd'hui, résultat de dynamique biologique et de choix en matière de développement. C'est un paysage qui permet de mesurer l'importance qu'avaient les combustibles fossiles dans la production électrique avant le développement de l'industrie nucléaire. Dans un tout autre contexte, qui correspond aussi à l'exploitation des énergies fossiles, les bassins miniers du Nord-Pas-de-Calais sont maintenant classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui site de mémoire patrimonialisée, les territoires revendiquent cet héritage, cette identité et ces paysages révolus de l'énergie. La fin d'exploitation de gisements souterrains laisse des sites profondément marqués. Sur d'autres territoires, les conséquences de l'exploitation énergétique dans le paysage sont beaucoup plus complexes et diffuses. La recherche menée sur les paysages de l'hydroélectricité en montagne par les centres de recherche bordelais du CEPAGE et d'ADES a montré comment le développement de cette exploitation a eu des conséquences sur l'ensemble des systèmes territoriaux. Cette révolution hydroélectrique a totalement changé le regard que l'on portait sur ces territoires, allant de pair avec la mise en tourisme et un important développement socio-économique. Cette exploitation coïncide aussi avec la patrimonialisation des sites de haute montagne, avec comme figure paysagère de l'énergie les lacs et les cascades, à la rencontre entre nature et infrastructure. L'exploitation de la houille blanche, comme on l'a désignée avant, est venue ainsi perturber la perception de ces paysages, en contribuant à la fois à leur destruction, à les magnifier et à les redécouvrir. Ces exemples, bien que très spécifiques, permettent néanmoins d'être conscients de la nécessité de nuancer et d'élargir notre perception du paysage dans le processus de la transition énergétique. Il s'agit maintenant de s'interroger sur ce que seront les paysages énergétiques de demain. La notion de transition annonce un état à venir radicalement différent, qu'il faut imaginer, et où les acteurs de l'énergie seront certainement plus nombreux et diversifiés, à des échelles plus locales.
Toujours dans les montagnes, mais cette fois-ci sur des situations bien contemporaines, la récolte des énergies est un travail mené par 5 étudiants paysagistes de l'ENSAP de Bordeaux, dans le pays de Lourdes et des vallées des Gaves. À travers des ateliers, des débats et des parcours d'interprétation autour de la question énergétique dans les paysages montagnards, les récolteurs proposent d'animer une médiation avec les acteurs locaux. Cette démarche cherche à explorer les synergies possibles, potentielles ou à activer entre paysages et exploitation locale des énergies renouvelables. Là encore, les travaux de lecture, d'illustration et d'échange autour du paysage et de son devenir sont de bons outils d'échange et d'appropriation pour les acteurs concernés. Le projet a permis de cartographier les initiatives en matière d'énergie à l'échelle de la vallée et d'envisager des scénarios prospectifs. Le partage d'une culture commune autour du paysage se concrétise dans le projet. Il s'agit alors de s'interroger sur le devenir des paysages, construire des scénarios et identifier les moyens et leviers nécessaires pour y parvenir. Les grands changements qui se profilent, où les systèmes dépendants des ressources fossiles tendent à s'effondrer, annoncent aussi une transformation profonde des paysages qu'il s'agit d'anticiper. Penser le projet de paysage par le prisme de l'énergie, c'est avant tout de s'appuyer sur des potentiels, des dynamiques territoriales, des identités et des valeurs. Il doit intégrer plusieurs échelles géographiques et temporelles, et de nombreux acteurs aux intérêts différents. Les déclinaisons possibles sont nombreuses. L'entretien ou la valorisation de certains paysages via les filières bois-énergie, de méthanisation ou la valorisation de la biomasse. On peut citer un exemple dans les Deux-Sèvres et en Vendée, où 2 CUMA sont investis depuis plusieurs années dans un projet de la valorisation du bocage et de l'entretien des haies. La ressource en bois est ainsi valorisée en bois-énergie, plaquettes et amendements, en mutualisant les moyens. Cette initiative assure un petit revenu complémentaire et une ressource renouvelable aux agriculteurs participants. Depuis 2003, une filière a ouvert le service aux particuliers, collectivités et entreprises qui souhaitent valoriser leurs ressources en bois. Les projets peuvent également concerner la valorisation de sites en fin d'exploitation ou des projets de reconversion. Il peut s'agir d'un travail sur les nouvelles infrastructures, éolien ou photovoltaïque, au regard de valeurs et spécificités locales. Il peut s'agir aussi de la création ou de l'expérimentation de nouveaux paysages énergétiques pour des territoires volontaires. L'initiative des centrales photovoltaïques villageoises en Rhône-Alpes est un projet porté par des acteurs publics et privés, avec les PNR en premier plan, pour un nouveau paysage énergétique rural. Les territoires volontaires se sont engagés dans l'exploitation innovante de la ressource solaire, dont la mise en œuvre collective peut inspirer d'autres projets. Nous devons imaginer de nouveaux modèles utopistes pour mobiliser l'imagination, la créativité et l'innovation. Le projet de paysage est aussi un acte créatif qui doit stimuler les initiatives locales. Les travaux de paysagistes ou d'architectes comme Luc Schuiten ou Vincent Calbeau vont dans ce sens. Ces projections imaginaires de nos villes et territoires ne sont peut-être en effet pas si fantaisistes face à l'importance des défis à relever.